Attendons encore une petite minute. Welcome back. C'est bon, moi je suis chaude côté anglais là. On dirait qu'on savait parler anglais. C'est vraiment chez toi, Lucie? Non, hein, c'est un joli, c'est un joli fond d'écran. J'aimerais Non, bien, c'est sympa. mais non, c'est pas chez moi. C'est plutôt sympa comme endroit. On va attendre encore quelques allumages. De retour. Alors, ça vous a plu la séquence juste avant? C'est chouette, hein? Sacrément inspirante, hein? Ça a été le côté anglais? Ouais, ça va, hein? C'est bien, vous êtes à l'aise. Vous avez de la chance. Moi, je vous avoue, moi, ça fait 3 semaines que je répète, hein, mes 3 phrases. Je vous assure que c'est vrai. Ça paraît tellement naturel maintenant pour plein de monde de parler anglais, mais moi, c'est pas encore mon truc. Bon, alors, eh ben, on va reprendre, hein. Alors, je vous propose maintenant de passer à une séquence de partage d'expérience autour d'un sujet. How can technology catalyze reinventing for good? C'est une sacrée question. Alors, Yuval Noah Harari, il parle de la disruption technologique comme un des 3 défis existentiels et il ajoute également la guerre nucléaire et l'effondrement écologique. Mais c'est vrai que la technologie, ça peut aussi catalyser la réinvention pour le bien commun. Et les 3 invités qu'on va accueillir maintenant, vous allez voir, ce sont chacun des modèles dans ce sens. L'un a mis son talent au service de l'inclusion des réfugiés, l'autre de la transition énergétique et le 3e de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je vous propose d'accueillir nos invités. Alice Barbe, elle est cofondatrice et CEO de Singa, board member du mouvement Impact France. Morgane Barthaud, cofondatrice et CEO de Météo Swift. Et Jean Moreau, cofondateur de Phoenix, coprésident du mouvement Impact France et Tech for Good France. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, Florence, bonjour à bonjour. tous. Salut Alice. Alors, chères participantes, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poster vos petites questions dans le chat, hein, si vous en avez. Il n'y a pas de souci, on essaiera de les poser au maximum. Alors, on va plonger dans le thème de notre table ronde. How can technology catalyze reinventing for good? Donc, le point de départ, c'est la technologie. Mais c'est vrai que c'est large, la technologie, hein. Il y a les définitions, il y a des tas de définitions. Jean, toi, tu es le cofondateur de Phoenix et coprésident du mouvement Impact France et Tech for Good France. Pour toi, ça veut dire quoi, technologie? C'est un sujet compliqué, ça serait un bon sujet pour le bac L, pour le bac L ou pour le bac STT 2021. Moi, ce que le message que je veux faire passer, c'est que la technologie, c'est en lien avec l'innovation, souvent sous un prisme digital, mais pas que. Et par contre, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est l'innovation sous toutes ses formes et la technologie sous toutes ses formes. Donc, la tech n'est pas une fin en soi, comme on peut le voir parfois dans beaucoup d'écosystèmes startup un peu caricaturaux. La tech, c'est plutôt un moyen. Et donc, nous, ce qu'on pousse au mouvement Impact France et chez Tech for Good France, et Alice pourra probablement confirmer, c'est qu'on est assez agnostique sur le côté high-tech, low-tech, voire même no-tech. L'important, c'est l'usage qu'on en fait. Et on a souvent tendance dans l'écosystème à faire beaucoup de bruit autour des mots-clés, genre big data, algorithme, machine learning, etc. En fait, en vrai, c'est souvent, quand on creuse, il n'y a souvent pas grand-chose derrière. Donc, nous, on assume cette posture-là. Et parfois, c'est les solutions les plus simples qui ont le plus gros impact à grande échelle. Donc, voilà, on est plutôt focus sur l'usage que sur l'innovation en tant que telle. Ça marche, très clair. Est-ce que tu as la même définition, Alice? Alors, toi, je rappelle que tu es la cofondatrice et CEO de Singa et tu es membre du board du mouvement Impact France. Ça fait pas très débat, mais ouais, je vais avoir la même définition. Technologie, c'est ni positif ni négatif pour moi. Moi, je suis connectée par essence avec beaucoup de personnes activistes dans le monde entier, ne serait-ce que parce que je travaille avec des personnes réfugiées. Donc, souvent, réfugiés, on n'imagine pas, mais en fait, on parle de personnes qui ont peut-être potentiellement renversé des gouvernements, qui ont été espions, contre-espions, enfin qui se sont retrouvés au milieu de révolutions. On voit ce qui se passe actuellement en Russie ou plus récemment en Biélorussie. Et on a vu que, bah oui, la tech était un formidable catalyseur de mobilisation citoyenne, tout en étant un danger avec les affaires Cambridge Analytica
ou les débats sur les hyperpolarisations, notamment sur la migration, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, pour moi, la tech, c'est la notion de progrès et ce qu'on va faire de ce progrès. Le progrès, c'est pas toujours quelque chose de positif. Et à ce titre, je fais mon petit point conseil bibliographique. Il y a ce livre génial, Démocratie, Technologie partout, démocratie nulle part, de Irénée Regnault et Yael Benayoun, qui parle très très bien justement des enjeux sociaux et notamment de l'impact sur la démocratie de la tech. Donc pour moi aujourd'hui, la tech, ça répond exactement à ces enjeux, enfin en tout cas c'est face à ces défis-là, ceux de la démocratie et ceux de la manière dont soit on va polariser et séparer, ou soit on va trouver des solutions pour plus de rassemblement et de collaboration. Quand on avait préparé cette table ronde, j'avais beaucoup aimé, tu avais une expression où tu disais, la techno, c'est un peu ce que tu disais déjà avant, ça peut être utilisé aussi bien pour le bien que pour le mal, et la haine est souvent beaucoup plus armée côté tech que l'amour. Je trouvais ça très joli comme phrase. C'est malheureusement vrai, en fait. On sait que les tweets de haine circulent 7 fois plus vite que les tweets d'amour, et que du coup, sur tout ce qu'on appelle les fake news, évidemment, ça va avoir tendance à beaucoup plus circuler parce que la peur, la haine, la médisance, de la dénonciation va évidemment beaucoup plus émouvoir que des messages de solidarité, des messages d'amour, des messages de soutien. Et je trouve ça, je sais pas si c'est joli, moi je trouve ça un peu dommage. Non, c'est clair, mais la formule est intéressante, quoi. Et là, il y avait tu parlais aussi de l'armement, par exemple la tech, quand elle est pour un usage, voilà, elle peut être terrible en fait. Enfin, tout dépend de là où on la met en fait, hein. C'est ça? Ouais. Ouais. Alors, Morgane, toi, tu es la cofondatrice et la CEO de Météo Swift. Comment, pour toi, la technologie, ça a permis de réinventer l'approche vis-à-vis de la transition énergétique et chez Météo Swift, et puis même de façon un petit peu plus large? Alors, du coup, dans notre industrie, enfin dans le domaine de la transition énergétique, comme dans beaucoup d'autres domaines, ça a apporté des gains de performance. Et dans notre cas, ça a permis en fait ça nous a permis de doubler les énergies fossiles, on va dire. C'est-à-dire qu'on installait peu d'énergie renouvelable parce qu'on considérait que c'était trop cher, que ça marchait pas, que c'était pas assez efficace. Et donc, dans nous, ce qu'on fait, qui est de la prévision de production, donc prévoir quelques jours à l'avance ou quelques heures à l'avance combien d'énergie vont produire un parc éolien et un parc solaire. Ça a permis de changer d'approche. Avant, ce qui était fait pour ça, c'était on regardait la météo et on regardait le fonctionnement théorique d'une éolienne. Mais sauf qu'en fait, en vrai, l'éolienne ne se comporte pas du tout de manière théorique, c'est-à-dire qu'il y a, elle est dans un endroit où il y a du relief, les éoliennes se font de l'ombre les unes aux autres, enfin, on a des effets de sillage, on a du vieillissement, on a des erreurs météo, et du coup, nous, la tech, ça nous a permis de prendre tout ça en compte et d'avoir des prévisions plus efficaces qui permettent de répondre au problème de le renouvelable, c'est intermittent, c'est pas prévisible, ça va casser le réseau si on en met trop. Lever des freins, en fait, par rapport Exactement. à ça. D'accord. Et Morgane, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivée à créer Météo Swift? Oui, avec plaisir. Alors, pendant mon parcours scolaire et académique, je me suis beaucoup intéressée à des petits projets, des stages dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, j'ai fait un peu plein de trucs différents. J'ai commencé par essayer de produire de l'énergie avec des cerfs-volants en utilisant la traction. J'ai regardé si on pouvait récupérer de l'énergie derrière des piliers de pont, du stockage d'énergie dans des anciennes mines de sel. Enfin, plein de projets un peu en lien avec l'énergie. Donc, je pense que ça me parlait déjà. Et ensuite, donc, j'ai fait un parcours d'ingénieur avec beaucoup de maths, informatique, etc. J'étais dans une grande école française à Polytechnique et j'ai voulu faire, après la première formation en stats, maths, informatique, j'ai voulu me spécialiser en énergie renouvelable. En fait, à l'époque, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps, le master énergie du 21e siècle, c'était que du nucléaire. C'est vrai. Et du coup, je suis retournée faire un master à Lausanne, en Suisse, où là, il y avait beaucoup plus de labos éoliens. C'était très intéressant. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai plongé dans l'éolien. Et ensuite, j'ai fait un stage à la stratégie de Engie, qui était GDF Suez à l'époque, qui m'a permis de vraiment bien comprendre les mécanismes de financement, le fonctionnement des énergies renouvelables. Donc ça, c'était passionnant. Et j'ai pu voir aussi qu'on pouvait avoir un bel impact dans des grosses boîtes parce que mon étude a mené à la prise de décision d'aller installer des éoliennes dans des nouveaux pays. Mais j'ai vu aussi que ça me correspondait. Ouais, c'était très sympa. Mais j'ai vu aussi que ça ne me correspondait pas tant que ça.
Du coup, j'étais dans la tour principale d'Engie, à la stratégie, il y avait pas mal de pouvoir, c'était une ambiance qui me parlait moins. Et du coup, mon projet de fin d'études, je l'ai fait dans un tout petit bureau d'études, donc un petit bureau d'études éolien où on a travaillé sur la cartographie de la ressource éolienne en France et dans les DOM-TOM avec des données de Météo France. Et en fait, donc on était 3, ils étaient très sympas, ils m'ont laissé un peu faire ma R&D comme je voulais. Et puis surtout, j'étais vraiment plongée dans le milieu du renouvelable comme petit acteur cette fois, donc forcée de bien comprendre ce qui se passait autour de nous. Et en fait, c'était au premier semestre 2015, donc au moment où la loi de transition énergétique du gouvernement Hollande est passée, ce qui a fait un gros changement dans le monde du renouvelable. Et du coup, on a vu que il y avait un outil qui manquait, c'est-à-dire cette loi de transition énergétique, elle faisait passer d'un système où les producteurs éoliens et solaires injectaient leur électricité sans prévenir sur le réseau, et ensuite la vendaient à l'État, à un système où ils devaient prévenir le réseau électrique de quand est-ce qu'ils injectaient l'électricité, parce que c'est pour permettre pour l'organisation, quoi, pour la voilà. distribution et... Voilà, exactement. Et donc, on a vu qu'il y avait besoin de prévision. Et en fait, ma directrice de stage m'a un peu poussée dans le dos en mode vas-y, crée une entreprise, c'est facile. Et j'ai fait ça. Et c'est vrai. Vous êtes combien? Tu l'as monté quand? Il y a combien de temps, Météo Swift? Alors, j'ai monté ça du coup à la fin de l'année 2015. Donc, ça commence à faire 5 ans. Et en ce moment, on est 16. Donc Super. Et c'est une entreprise, c'est une start-up, c'est une entreprise sociale et solidaire. Enfin, quel est ton parti pris dans la création de cette entreprise? En fait, c'est à la fois une start-up et une entreprise. Enfin, c'est pas un format d'entreprise sociale et solidaire parce que on a eu du mal à concilier ce format avec le fait de lever des fonds, ce qui est plus ou moins, en tout cas, tu avais besoin d'investisseurs. Voilà, c'est ça, on avait besoin d'investisseurs, et du coup le format par exemple d'entreprise coopérative ne permet pas forcément ça, ou en tout cas pas aussi simplement. Donc on est une entreprise classique, et après on est aussi une start-up, on va dire, tant qu'on n'est pas stable, c'est-à-dire que tant qu'on continue à grandir et qu'on n'est pas forcément rentable, et qu'on est dans la découverte, la croissance, le démarrage, et Très bien, super, merci beaucoup. Alors, ton sujet à toi, Alice, c'est l'accueil des réfugiés. Et pour cela, tu as monté Singa. Alors, tu nous as dit que ça voulait dire, je crois, le lien en lingala, c'est ça, une langue du Congo? C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment ton chemin de vie t'a amené à développer cette activité? En quelques mots, moi, je suis un peu, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais finalement, je sais pas si c'est vrai, mais depuis très jeune, il y avait chez moi un besoin, une envie de m'engager, et notamment autour des questions du racisme. En tout cas, moi, j'ai grandi dans des zones rurales dans lesquelles la question de l'autre, c'était une question compliquée. La question de l'immigration, c'était un sujet très débattu, sans pour autant que l'on rencontre de personnes immigrées au quotidien. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être au top du top de l'engagement, de changer le monde, d'avoir vraiment un impact très concret? Super idée, je vais aller bosser à l'ONU et je vais devenir diplomate. Et j'ai toujours pensé que la politique pouvait être un outil en fait de changement systémique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a énormément de jeunes, j'ai envie de dire, qui ont envie de s'engager, et tellement plus qu'avant et qu'encore avant. Sauf que quand quelqu'un, un enfant, un adolescent va dire « moi j'ai envie de changer le monde », on va lui dire « bah t'as qu'à aller faire Sciences Po et t'as qu'à aller faire de la politique ». Or, c'est un milieu quand même assez réduit, assez restreint, assez élitiste et qui peut faire peur aussi. Et heureusement, entre-temps, l'entrepreneuriat social est arrivé et changer le monde est devenu quelque chose d'un petit peu plus inclusif. Mais en tout cas, je n'aurais jamais cru que moi, je serais entrepreneur social. J'ai voulu faire la bonne élève, et je me suis effectivement retrouvée aux Nations Unies. Et c'est là que je me suis aperçue qu'on n'allait pas changer le monde, en fait, que c'était une grande désillusion. Je me suis retrouvée dans une tour d'ivoire avec de très jolis vêtements et des personnes très très chic et très élégantes, mais depuis cette tour d'ivoire, je n'avais pas vraiment le sentiment qu'on prenait en compte les parties prenantes, ce qu'on pouvait appeler les bénéficiaires. Et moi, je travaillais sur le réchauffement climatique et ses impacts sur les migrations.
Et en fait, à part faire des rapports qui résumaient des rapports, qui eux-mêmes résumaient des rapports, j'avais pas forcément le sentiment d'avoir beaucoup d'impact, ni que mes supérieurs, en quelque sorte, avaient beaucoup d'impact. Donc, je suis rentrée en France et avec 3 copains, on a souhaité monter Singa, mais 3 copains, Nathanaël Moll et Guillaume Capel, qui avaient le même sentiment, sauf qu'eux travaillaient dans des organisations plus humanitaires sur le terrain auprès de demandeurs d'asile, et ils avaient également pas le sentiment que les personnes concernées les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, étaient considérées pour tout ce qu'elles étaient, pour tout ce qu'elles pouvaient faire. Au contraire, c'était des chiffres, des numéros qui avaient vécu des persécutions et la plupart du temps n'étaient considérées qu'à travers le prisme de ces persécutions. Alors, si je dois résumer tout ça, ça veut dire qu'en fait, le constat qui a fait Singa, c'est que d'un côté, la question de l'autre, la question de l'immigration, la migration, il y a plein de façons de le dire en fonction des époques, je trouve. Mais en tout cas, c'est souvent une question qui est vue à travers un prisme soit hyper sécuritaire, notamment via les médias, via la politique, soit à travers un prisme hyper humanitaire qui permet pas du tout de créer du commun, qui permet pas du tout justement d'impulser un vrai changement systémique, notamment autour des questions de haine, de discrimination, de racisme et d'économie, ce qui est devenu du coup notre métier. Et donc, du fait, quelle est l'activité de Singa, la réponse à cette problématique que tu avais identifiée? Il y en a 2. La première, en fait, j'aimerais juste faire un petit test. Bon, tout le monde n'a pas mis sa caméra, mais pour les personnes qui ont la caméra allumée, j'aimerais juste demander, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des amis, mais des amis proches, hein, des potes, qui sont réfugiés ou demandeurs d'asile? En personne. Ben voilà, en fait, et c'est pour ça qu'on a fait Singa, parce que on entend tout le temps parler des réfugiés, des migrants, sans jamais avoir l'opportunité de les rencontrer. Du coup, on se crée tout un fantasme, parfois fondé sur la peur, parfois fondé sur la pitié ou l'empathie, la compassion. Mais finalement, on n'a jamais vraiment l'occasion de créer ces liens. Et en face, on sait que les personnes réfugiées et migrantes n'ont pas non plus d'opportunité de parler aux personnes des sociétés d'accueil. Ça veut dire pas d'opportunité d'apprendre la langue, ça veut dire pas d'opportunité de trouver un boulot, ça veut dire pas d'opportunité de trouver un logement, ça veut dire pas d'opportunité d'être heureux, encore moins d'être amoureux, de se marier et de faire des bébés. Donc, ce qu'on a fait avec Singa dans un premier temps, c'est de créer une communauté où les personnes se rencontrent pour être potes, pour faire des choses ensemble, pour faire des activités ensemble, sur un pied d'égalité. C'est pas vraiment des bénévoles et des bénéficiaires. C'est vraiment ce truc où on est une grande communauté et on va faire des projets ensemble. Parce que si tu mets une personne réfugiée, une personne locale dans la même pièce et que tu leur dis faites un cours de français, en fait, ils vont pas apprendre vraiment à se connaître. Ils vont parler. En fait, la personne bénéficiaire, elle va se renfermer dans son statut de bénéficiaire, d'aider, et l'aidant va se mettre dans une position de bénévole d'aidant. Alors que si tu les mets tous les deux dans la même pièce et qu'on vous dit parler de la culture du vin ou du réchauffement climatique, là, on va commencer à créer quelque chose de profond qui va changer le regard. La deuxième partie de nos activités, c'est que la rencontre, c'est top, mais il faut aussi des belles histoires et surtout, la rencontre, elle débouche sur des choses qui sont magnifiques. Quand les gens se rencontrent, ils ont des idées. Ces idées peuvent devenir des organisations, des associations, des business. Donc aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs avec un background migrant ou alors des équipes, on va dire mixtes, locaux, nouveaux arrivants, qui ont des idées et qui veulent créer des boîtes, des assos, des business, que ce soit des assos de colocation culturelle ou des applications d'intelligence artificielle sur l'analyse de métadonnées au Proche-Orient. Oui, on a accompagné une structure comme ça. Ou un nouveau média ou un resto. Et du coup, sur ces, je recoupe un petit peu peut-être sur la notion de technologie, mais moi, je suis assez persuadée que plus on va se rencontrer, plus des locaux vont rencontrer de personnes migrantes et réfugiées, moins on sera raciste, en fait. Et je pense qu'il y a encore une fois cette dimension profondément politique qui existe dans ce qu'on fait, même si évidemment on accompagne des gens à créer des boîtes et on est un gros réseau social de rencontres, mais en fait il y a cette dimension très forte qui est la déconstruction des stéréotypes qu'on va avoir les uns envers les autres. Et des talents, il y en a plein. Ne serait-ce que hier, j'étais avec Denis. Denis, il est joaillier, c'est un super copain. Il était joaillier et peintre en Russie. Et puis, il a fait une manifestation. Il a organisé une manif pour empêcher une déforestation dans le nord de l'Ukraine. Il a été arrêté.
Et il a passé 1 an en prison. Et puis la reine des Pays-Bas lui a accordé l'asile. Donc il est parti à Eindhoven, dans un petit village, où il a porté des palettes pendant 7 ans, littéralement. C'était ça son taf, quoi. Et un jour, il est arrivé à Paris et puis il est venu à une fête qu'on organisait avec Singa et il a rencontré une fille qui s'appelle Ina. Et ils sont tombés amoureux, il s'est installé à Paris. Et très rapidement, en fait, parce qu'il s'est fait plein d'amis avec Singa, il a repris confiance en lui. Et après 8 ans d'inactivité, il a lancé sa boîte de joaillerie. Il fait ses bijoux, impression 3D, diamants de synthèse. En plus, c'est éthique, c'est responsable, c'est super. Plein de belles histoires. Et ouais, je sais que tu veux me couper parce que je suis longue, mais je voulais Non, juste du citer tout. cet exemple. Je rebondis, je commente. Ah, pardon. Mais je dois aussi garder le timing, c'est pas Je faux. sais qu'on a un timing serré, ouais. Mais Ouais. du coup, voilà, c'est le genre de belle histoire où tu as envie de dire, bah ouais, en fait, on a besoin d'entendre beaucoup plus ça pour changer le regard. Bien sûr, ouais, je comprends bien. Concrètement, c'est un site internet aussi. Donc, si on veut rejoindre Singa, on va sur votre site internet, Ouais. le point d'entrée, Singa.fr. Ouais, avec des site communautés internet, locales. réseaux sociaux. On est partout et effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir engager un maximum de rencontres, de scaler et d'engager un maximum de personnes pour changer le regard. Merci beaucoup. Allez, on termine ce petit tour des histoires de vie avec toi, Jean. Alors, quel parcours t'a amené à créer Phoenix? Alors moi, j'ai pas porté des palettes en Ukraine. J'ai un parcours plus classique. Moi, j'ai commencé enfin, j'ai fait une école de commerce et puis j'étais pas malheureux là-bas. C'était un super terreau d'épanouissement, comme pour beaucoup, à plein d'égards. Mais je trouvais que les cours manquaient un peu de sens et je m'orientais pas vers une carrière purement marchande, parce que c'était pas mon souhait. J'avais pas l'âme d'un businessman pur et dur. Donc, je suis allé faire un tour à Sciences Po en affaires publiques où j'ai passé 2 ans. Et pour justement rajouter une coloration un peu intérêt général à mon parcours et utilité publique. C'était pas inutile. Et après, j'ai commencé en banque d'affaires, donc tout ça pour ça. Donc, j'ai fait de la finance d'entreprise et même des fusions-acquisitions dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch, donc entre Paris et Londres, donc vraiment au cœur du réacteur capitaliste, hein, dans toute sa splendeur. Donc c'était pas, pareil, je veux pas cracher dans la soupe, c'était pas une expérience affreuse, au contraire, c'était une bonne formation dans un milieu assez exigeant. Très élitiste aussi, il faut le dire, malheureusement, mais bon, assez formateur et assez rémunérateur. Et après, vers 30 ans, j'ai eu une sorte de crise de sens, qui était un mix entre une crise d'adolescence à retardement et une crise de la quarantaine anticipée. Et donc, voilà, je tournais un peu en rond, j'avais envie que mon métier ait plus d'impact, plus de sens, je voulais contribuer à autre chose que juste rembourser un emprunt et payer des factures. Et du coup, il me semblait que ce qui était à l'époque déjà existant, parce qu'on n'a pas inventé du tout, mais qui s'est accéléré, c'est-à-dire la tendance de l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat impact, avec des modèles comme Singa et comme beaucoup d'autres, était une bonne synthèse de mon parcours et justement cumulait à la fois l'ambition de créer une structure qui ait du souffle, de la croissance, et qui en même temps s'attaque à une problématique d'intérêt général. Et donc on en a creusé plusieurs et je me suis arrêté sur celle du gaspillage alimentaire avec mon associé Baptiste. Donc on a créé Phoenix en mars 2014. Il y a bientôt Quelle est 7 ans. donc la mission de Phoenix? Elle est assez claire, c'est d'utiliser la technologie pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher du côté de l'offre tous les invendus en fin de parcours, donc les produits qui sont à J-3, J-2, J-1 ou en date du jour par rapport à la fameuse date de péremption. Et ces produits peuvent être à plusieurs endroits, alors dans la distribution évidemment, hein, chez Leclerc, Super U, Intermarché, La Vie Claire, Bio C'est Bon, Franprix. Ils peuvent être chez les industriels en direct, chez Danone, des produits déclassés, des lancements ratés, des erreurs de production dans les usines. Et donc ces produits, auparavant, ils étaient souvent jetés, détruits, incinérés, enfouis ou mis à la poubelle par des gros acteurs du déchet, que je ne citerai pas. Et nous, on essaie de faire autre chose que ça, justement. On essaie de faire autre chose que l'incinération, l'enfouissement. Et donc, on propose de généraliser la seconde vie. Et par seconde vie, anti-gaspi, on veut dire 3 choses. La première, c'est le consommateur. La deuxième, ce sont les assos. Et la troisième, ce sont les animaux. Et donc, pour les consos, on propose une application mobile. Donc, c'est là que la technologie entre en compte. On a une appli qui s'appelle l'appli Phoenix, qui permet à tout le monde de racheter à prix cassé des invendus, soit chez un boulanger, chez un Franprix, chez une sandwicherie en fin de journée. Ensuite, ce qui n'a pas été acheté sur l'appli mobile Phoenix, que vous pouvez tous télécharger et que vous pouvez tous recommander à vos copains, copines, on donne le reste aux assos d'aide alimentaire. Donc, on a une plateforme qui est assez simple dans sa conception, mais qui connecte les magasins avec les assos caritatives, Banque Alimentaire, Croix-Rouge et Emmaüs, pour que par palette entière, les produits en fin de vie
nourrissent des bénéficiaires plutôt que des camions poubelles. Et puis, On a une adepte. Alice, dans un c'est une troisième adepte. temps, yes, merci. Et dans un troisième temps, après les consos et les assos, le reste bascule chez les animaux, donc un centre équestre, la SPA, un parc animalier ou une ferme, et donc ils vont récupérer les fruits et légumes moches ou le pain racine, un rayon boulangerie-pâtisserie. Et donc le but, c'est d'arriver au zéro déchet alimentaire et d'éviter les poubelles. Et donc voilà ce que fait Phoenix. Et donc en cumulé, depuis 6 ans maintenant, on a sauvé 150 millions de repas de la poubelle. Et on est sur un rythme quotidien où tous les jours, on sauve 120 000 repas par jour. Donc, on est assez fiers de ces chiffres d'impact positif. Top. Et justement, comment la technologie, le lien entre ton activité et la technologie, tu disais tout à l'heure, c'est plutôt low-tech, c'est ça? Ouais, en fait, pour être très transparent, au départ, on a lancé Phoenix sans technologie, puisque il suffisait c'était presque une hotline téléphonique. Hein. On avait Rungis qui nous disait: salut, aujourd'hui j'ai 10 palettes de bananes qui sont proches de la péremption. Je vais les détruire dans 3 heures, les envoyer à la benne. Donc voilà. Et donc nous, on avait des chefs de projet, des juniors, qui prenaient un téléphone, un carnet et qui appelaient 25 assos caritatives pour essayer de sauver les invendus. Et puis plus l'offre a grossi côté supply, plus la demande est montée en puissance avec plein d'assos, moins on pouvait gérer ça à la mano au téléphone avec un petit carnet, un Excel et des jeunes. Et puis on a senti le besoin de brancher ça sur une application et une plateforme plutôt B2B. Et donc pour moi, la technologie n'était pas nécessaire au départ à l'amorçage. Par contre, elle a été clairement le relais pour le changement d'échelle et pour ce qu'on appelle en anglais le scaling, donc pour qu'on puisse gérer des flux à grande échelle dans plusieurs villes, plusieurs pays, et que ça puisse passer un cap de façon assez fluide sans que ce soit trop compliqué. Ouais, un appui, en fait, pas une fin en soi, en fait. Un appui, ouais. Un appui est peut-être une des seules façons, ou une des bonnes façons en tout cas, de démultiplier l'impact positif. Dans le contexte actuel, avec cette crise sanitaire, où on sent bien qu'il y a une explosion de la techno, tu y vois des promesses ou des risques? C'est toujours positif, donc il y a forcément des promesses, même si je trouve que dans notre écosystème, je suis content que Social Media existe parce que vous avez des belles opportunités parce que c'est une des faiblesses de l'écosystème de l'ESS, c'est qu'il est un peu en retard sur la partie digitalisation, numérisation. Il y a pas mal de grosses structures associatives connues qui sont gérées un peu à l'ancienne, avec tout le respect que je leur dois. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités de boulot et d'emploi pour tous les gens qui sortent de vos programmes. Donc, ça, je pense que c'est une belle opportunité. Après, le risque que je vois, c'est que la crise soit à l'occasion de prioriser la transformation digitale plus que la transformation sociétale et environnementale. Donc, il faut pas que l'obsession numérique passe devant l'opportunité quasi unique qu'on a de basculer complètement de modèle et de remettre l'impact social et écologique au cœur du réacteur. Donc, c'est peut-être ça mon bémol. Ouais, exactement. Et pour toi, Morgane, alors toi, tu as une formation tech à la base, tu es vraiment une experte de la tech. C'est quoi ta vision des risques, promesses de la tech? Ah, t'as pas de... Il faut juste allumer ton micro si tu veux bien. Ok, je pense que la promesse de la tech, on la connaît, c'est plus d'efficacité, c'est d'aller plus loin qu'avant. Mais je pense pas que la tech ne permettra pas de changer de modèle. Enfin, je pense que vraiment la technologie, elle n'est que ce qu'elle est. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire l'économie d'un changement de modèle. Donc, je pense que le risque, comme ça a été dit juste avant, c'est de penser que la tech va nous sauver de tout et ce ne sera pas le cas, quoi. Et par exemple, si je prends mon secteur, la transition énergétique, la tech, elle permet de développer l'éolien, le solaire, de remplacer des fossiles par de l'éolien et du solaire. Mais ce dont on a aussi besoin en même temps, c'est de réduire la consommation et on ne va pas pouvoir continuer. L'éolien et le solaire ne vont pas suffire pour résoudre le problème de la surconsommation, par exemple. Et elle amène aussi des risques. Alors, on commence à parler, mais je trouve que c'est encore très peu débattu et très peu pris en compte du coût énergétique de la data. Je pense qu'on a un gros enjeu de sobriété énergétique et qu'il faut vraiment s'en saisir. Et par exemple, dans notre domaine, donc, ce qu'on fait, c'est d'envoyer des prévisions. Donc on a plein de clients qui ont des parcs éoliens, qui ont des parcs solaires et tous les jours ou toutes les heures ou des fois toutes les secondes, on leur envoie les prévisions pour le lendemain et pour les prochaines heures. Et la plupart des gens, on leur envoie des choses toutes les heures. Et en fait, les systèmes classiques d'envoi de prévisions comme ça, si on veut qu'ils soient,
qui soit sécurisé, qui soit solide sans qu'on ait besoin de trop s'embêter, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on demande aux machines de le faire, de tourner tout le temps. Donc, au lieu de faire le calcul une fois par heure avant de l'envoyer, en fait, ils font le calcul en permanence, genre toutes les 10 secondes, au cas où une donnée arrive. Et comme ça, si ça rate une fois, c'est pas grave, Ça ça rafraîchit. restera dans 10 secondes. Voilà. Mais sauf qu'en fait, ça consomme beaucoup plus d'énergie que ce dont on a besoin. Et il y a un autre modèle possible qu'on appelle l'architecture on demand, où là, on demande à la machine de faire les calculs juste au bon moment. Mais en fait, c'est plus compliqué, c'est moins sécurisé parce que du coup, il y a pas de. Si ça rate, là, on a un problème et qu'est-ce qu'on fait, etc. Oui. Et du coup, c'est des choses dont peu d'entreprises se saisissent parce qu'en fait, pour le moment, économiquement, ça coûte pas très cher de fonctionner, Oui, en en continu. bâtiment. Voilà, écologiquement, oui, ça coûte cher, mais c'est pas encore très, très pris en compte. Donc, Et toi, tu as pu faire ce choix, comme il y avait les deux alternatives, tu as fait un choix par rapport à… nous, comme tout le monde, on a commencé avec le modèle classique parce que on n'avait pas le temps, on avait le machin, il fallait survivre. Et du coup, là, on est en train de transitionner vers quelque chose plus on demand. Là, c'est un sujet pour toi. Voilà, c'est ça. Super. Alors, on a pas mal évoqué la tech, on a évoqué aussi vos goods, le sens de vos missions. Alice, est-ce que tu penses que pour œuvrer pour le bien commun, quel genre d'acteur il faut être? Est-ce qu'il vaut mieux être une asso, une entreprise sociale, un grand groupe, être dans la politique? Où est-ce que doit être le lieu de cette Tech for Good? Évidemment, personnellement, je suis plutôt très inspirée par l'activisme politique, par tout ce qui est mobilisation citoyenne. Mais après, je crois aussi à tous les acteurs. Tout dépend de ce que tu veux, en fait, comme impact social à la fin. Tout dépend de comment… c'est quoi ton endgame, en fait? C'est quoi le grand changement sociétal que tu veux? Il y a deux exemples qu'on a eu avec Singa qui nous a fait nous poser cette question. Parce que Singa, on est dans la plupart des pays dans lesquels on est une asso. Dans certains pays, on est une entreprise sociale. Mais cette question un petit peu du modèle économique se pose. On a, donc, sur ces deux exemples, on a un premier produit qu'on a monté qui est une plateforme d'accueil chez l'habitant. Et donc, voilà, c'est simple. Il y a plein de gens qui ont dit c'est le Airbnb des réfugiés, sauf qu'on ne sera jamais Airbnb, même si on a été très content de pouvoir les former quand ils ont voulu dupliquer. Mais bon, ça n'a pas méga bien marché non plus, leur modèle. Et du coup, cette plateforme, en fait, pour moi, elle a un modèle non-profit parce que tu veux que des personnes réfugiées soient hébergées chez des locaux. Et du coup, là, pour avoir un modèle économique qui marche, en fait, tu vas dépendre de l'État parce que le logement, c'est la prérogative de l'État. Après, on a une autre plateforme qui s'appelle Allo Mundo, qui est une plateforme de matching, de mise en relation pour se faire des potes. Donc, on connecte des locaux et des nouveaux arrivants sur la base de passions communes. Je vous invite vraiment à y aller, c'est trop cool. Moi, je me suis fait plein de copains dessus. Allo Mundo. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout le même modèle économique parce que l'impact qu'on veut, c'est pas une prérogative de l'État, par exemple. L'État, son but, c'est pas que les gens soient potes. Bien sûr, il y a la fraternité, il y a la cohésion sociale, mais c'est pas peut-être les mêmes priorités que le logement. Et du coup, là, la question se pose de la transformation de cette plateforme en entreprise parce que, en fait, il y a un modèle économique, parce que ça attire, parce que ça plaît, parce qu'il y a un engagement. Alors, Obama disait on gère pas un pays comme on gère une start-up. J'ai tendance à être d'accord avec ça parce que c'est la prérogative d'un pays, d'un État, d'un gouvernement que d'assurer l'intérêt général des citoyens. C'est pas forcément la prérogative d'une entreprise. Tu parlais des grands groupes, d'assurer l'intérêt général, de créer un impact positif. Enfin, c'est un peu l'objectif, c'est quand même à la base de faire du pognon. Et après, en France, je trouve qu'on a de la chance. Je crois beaucoup au progrès culturel sur la responsabilité des entreprises. Je le vois beaucoup avec le mouvement Impact France. En fait, il y a une vraie envie, il y a une vraie motivation. Il y a une mouvance. Il y a une mouvance, mais une génération aussi. J'ai vécu dans d'autres pays, aux États-Unis, en Pologne. Je veux dire, les gens, ils s'en foutent. À Columbia University, j'étais à la business school. Et je parlais de social, il me disait we're not here to change the world, we're here to make money. Et je dis waouh, il y a encore des gens qui disent ça, mais en fait moi dans mon pays, en France, c'est trop la honte en fait. Un PDG de grand groupe qui dit moi je suis là pour faire du fric, ça arrive, mais je trouve que c'est de moins en moins. Donc il y a quand même une évolution
dans la culture qui fait que finalement, on met des valeurs au premier plan, on s'assure, et ce qu'on fait avec le mouvement Impact France, c'est aussi ça, on veut s'assurer que l'impact, il est sérieux, il est concret, il est mesurable, et il est porteur d'un, je parlais de progrès sur la technologie, il est porteur d'un progrès social qui irait dans le bon sens. Justement, tu parlais du mouvement Impact France, là je me tombe là, Jean. Toi, donc vous avez l'ambition de devenir le MEDEF des entreprises à impact social et environnemental. Un autre lieu de cette fameuse Tech for Good. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce mouvement justement qui réinvente cette vision de l'entreprise? Quelle transition, Alice, là, c'était juste parfait. Ouais, elle nous a fait une belle passe décisive. Un beau centre en retrait. Un beau centre en retrait. Et puis en plus, Alice, elle est très impliquée là-dedans. Donc, elle est administratrice du mouvement Impact France et au Move, qui est son ancien nom depuis le début. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, c'est la réunion de deux mouvements, ce mouvement Impact France. Le mouvement qui s'appelait initialement depuis 10 ans le Move, M-O-U-V-E-S, mouvement des entrepreneurs sociaux, qu'on a fait fusionner avec Eva Sadoun, qui est la coprésidente avec moi, avec un autre réseau qui s'appelait Tech for Good France. Et donc, on voulait rapprocher un peu les énergies et faire un seul gros mouvement d'innovation au service de l'impact positif. Et donc, c'est ça le mouvement Impact France. Ça réunit des acteurs qui vont, grosso modo, de Biocop, pour le volet consommation responsable, à la Croix-Rouge, en passant par Singa, évidemment, Microdon, et plein d'acteurs emblématiques des nouveaux modèles qui émergent. Et du coup, on a quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a 3 piliers: fédérer, faire grandir et faire rayonner les entrepreneurs à impact positif. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'on va être une alternative au MEDEF, c'est qu'on pense que à la fois, il y a toute une génération d'entrepreneurs qui émergent et qui ont une autre conception de l'entreprise dans ses finalités, qu'elles soient extra-financières notamment, donc que les entreprises peuvent avoir évidemment à la quête de la rentabilité, et c'est pas malsain, mais qu'en même temps, c'est encore plus puissant quand elles s'attaquent à une problématique d'intérêt général. Et donc, le cadre qu'on a en référence, ce sont les ODD, les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Et donc, on essaie de raccrocher les missions à au moins 2 ou 3 de ces 17 ODD. Et c'est comme ça qu'on définit l'impact social, impact environnemental, partage du pouvoir en interne et partage des richesses. Parce qu'on essaye aussi d'avoir une vision un peu rénovée de la gouvernance et de l'interne des structures, avec un management moins vertical, moins patriarcal, moins dirigiste, plus dans la co-décision, la collaboration, et avec des relations plus horizontales. Donc, on pense que pour toutes ces raisons-là, la vision que porte le MEDEF, qui par ailleurs est très structuré, très pro et très influent, est dépassée, ou en tout cas beaucoup de nouveaux entrepreneurs ne se reconnaissent pas dans cette vision de l'entreprise, et que du coup, il y a de la place pour incarner un mouvement qui, sans agressivité et sans jalousie, vise à démoder l'ancien monde pour faire de notre vision un truc plus désirable et plus dans le sens de l'histoire. Et le tout avec des indicateurs qu'on puisse suivre, donc avec une professionnalisation et un côté très concret et pragmatique en même temps, quoi. Absolument. On a développé un outil qui s'appelle l'Impact Score et qui permet sur une douzaine de thématiques de faire une sorte de scoring de son impact et de ses pratiques, et avec une logique d'amélioration et de progrès. Et donc, c'est ça aussi qui est au cœur du modèle. Top. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on a beaucoup appris de tous vos retours d'expérience. On vous a sous la main, donc on a envie d'en profiter. On va vous demander un conseil à chacun. Vous êtes prêts? Alors, on va débuter avec toi, Morgane. Alors, toi, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat dès la fin de tes études. En tant que jeune femme ingénieure, quel message tu auras envie de transmettre aux personnes qui, en t'écoutant, se sentent à la fois inspirées ou peut-être un petit peu démunies, dépassées, parce qu'être intrapreneur au sein d'une organisation, c'est pas toujours simple. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil? Alors, je crois que ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment pas. Enfin, moi, j'y suis entrée par erreur, un petit peu. Et c'est vraiment pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment pas un truc que j'ai en moi depuis que je suis petite. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. J'ai pas suivi de formation spécifique à l'entrepreneuriat, etc. Et j'ai vraiment appris sur le chemin. Et ça s'est bien passé comme ça. C'était pas grave. Et j'ai l'impression que, en fait, si on m'avait dit, même 6 mois avant que j'allais monter une boîte, je l'aurais pas cru. C'était vraiment pas du tout dans mon univers. Et en fait, le projet m'a plu. On m'a dit, bah, vas-y, lance-toi. Ça doit pas être si compliqué que ça. Et je l'ai fait en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. Et je pense que si j'avais su à l'avance, j'aurais pas osé. Et en fait, avec le recul, je suis vraiment très, très contente de l'avoir fait parce que,
on apprend sur le chemin. Ça m'a permis d'énormément apprendre. C'est vraiment très, très intéressant. Et du coup, j'ai un peu envie de dire, même si vous avez l'impression que, même si vous ne vous sentez pas prête, allez-y quand même, parce que je crois que c'est... le sentiment de légitimité, faut pas attendre le sentiment de légitimité. Le fameux syndrome de l'imposteur. C'est ça. Alice applaudit. En général, c'est pas les femmes, c'est pas, bref. Et du coup, il faut pas hésiter à y aller parce que c'est un monde passionnant. Pas se poser trop de questions. Voilà. Ou en tout Juste cas, qu'il faut. Juste qu'il faut. Voilà. En tout cas, se dire que c'est pas grave de pas tout savoir et de pas avoir l'impression d'avoir ça dans les veines, etc. On apprendra en cours de route. Voilà. Super, merci. Alice, alors tout le monde n'est pas fait pour travailler dans l'entrepreneuriat social ou dans une assoce. Qu'est-ce que toi, tu auras envie de transmettre aux personnes qui, elles aussi, sont des organisations un peu plus classiques, on va dire, et se sentent à la fois inspirées par ton discours et en même temps un peu démunies dans leur cadre à elles? Comment est-ce qu'elles peuvent réussir à défendre une certaine vision aussi, à ton avis? Autre minute bibliographie, absolument lire le livre Changer le monde de Sarah Durieux qui vient de sortir, qui est la directrice de l'organisation change.org. Si vous avez déjà signé une pétition, c'est forcément passé par Change. Il n'y en a pas beaucoup des sites qui font ça. Ça, c'est déjà un enjeu très, très concret. Après, un autre conseil, c'est moi, j'ai appris... et c'était très dur, à essayer de créer de manière productive sans être contre, sans être toujours en opposition. J'ai très, très envie d'être contre, beaucoup de choses. Je suis souvent très, très en colère. Il n'y a qu'à écouter la radio, regarder la télé pour que, ouf, ça monte. Mais j'apprends depuis 10 ans, chaque jour, à dire, OK, il faut faire avec les parties prenantes. Il ne faut pas se mettre en opposition permanente. Il faut essayer de trouver des solutions ensemble et créer du dialogue. L'action, ça passera pas toujours par la négation. En revanche, je vois qu'on est quand même une grosse majorité de meufs, on va pas se mentir. Ce que Morgane t'a dit, tu as dit, c'est hyper fort et hyper précieux et on ne cessera jamais de le répéter. Moi, je vis tous les jours avec un syndrome monumental de l'imposteur, avec un sentiment d'illégitimité. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Barack Obama qui m'a dit que je faisais un travail formidable. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que ce que je fais est pas trop mauvais. Donc, vous imaginez ce que j'avais à dépasser comme syndrome et de sentiments qui pouvaient me bloquer. Après, j'ai aussi un vrai enjeu de passion. Avant, je disais addiction, mais je crois que c'est pas le bon mot, mais de passion pour ce que je fais. Et je crois que ça drive quand même, tu le sais, quoi. Tu lances un truc, tu es dans un truc, que tu sois dans une asso, dans l'entrepreneuriat social, dans un mouvement citoyen, quand tu as le feu qui arrive, là, c'est difficile de s'arrêter. En revanche, le dernier conseil là-dessus, pour ne pas se sentir démuni ou dépassé, c'est de toujours être capable de compter sur les personnes qui sont avec nous dans le mouvement. Compter sur sa communauté, compter sur ses amis, compter sur ses soutiens. Parce que meuf et sentiment d'illégitimité ou syndrome de l'imposteur, plus bon, c'est la fin du monde, on va tous mourir, plus mais j'ai pas les moyens, je sais pas comment faire, je sais pas où aller, j'ai pas lu le manuel de l'activisme, ça fait qu'on peut très vite se sentir débordé. Et moi, je compte énormément sur les gens qui m'entourent, sur ma communauté, sur des personnes qui disent vas-y, qui sont derrière, parce que sans ça, je pense que j'aurais jamais fait quoi que ce soit. Super précieux. Merci beaucoup. Jean, toi, est-ce que tu auras un message à toutes les femmes qui t'écoutent, parce qu'il y en a pas mal ce soir, et qui se disent justement, on continue sur ce syndrome de l'imposteur, que la tech, c'est pas pour elles. Qu'est-ce que tu leur dis? Ce serait quoi ton conseil? Moi, je pense que les femmes ont évidemment toute leur place dans la tech, au contraire. Et c'est aussi la raison pour laquelle on avait fait le choix avec Eva d'avoir une coprésidence paritaire. Et c'était un choix délibéré, quoi. C'était d'envoyer un message et de dire que ces postes-là ne pouvaient plus être restés par des hommes. Parce que avant nous, le mouvement des entrepreneurs sociaux, il y avait 4 présidents mâle blanc, alpha, dominant. C'était cool qu'on puisse changer. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'était chouette. Et après, non, les femmes ont tout en place. Moi, je suis le premier exemple parce que au COMEX de Phoenix, je suis le seul mec. Et tous les postes clés, que ce soit marketing, RH, direction générale, ce sont des femmes. Donc voilà, on est bien entourés.
y a la place. Allez-y, donc, c'est le conseil. Ouais. C'est possible. Bon, super. Alors, je vous propose de terminer cette table ronde. Vous voyez, on est tout pile dans le timing. Avec juste une petite phrase à cette question hyper clé. On va se projeter un petit peu sur 2021, parce qu'on est encore au mois de janvier, on a le droit. Hein. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021, Alice? Une phrase, c'est super compliqué. Moi, je rêve d'une démultiplication de l'impact de Singa. Et par démultiplication, je crois que j'entends une vague d'amour. Ça peut paraître très naïf, mais je crois qu'on va sacrément en avoir besoin cette année. J'en doute pas, carrément. Et pour toi, Morgane, c'est quoi ton souhait pour 2021? Ah, ton micro. On peut dire beaucoup de vent pour nos éoliennes, mais sinon, on est en train de s'internationaliser. Donc, c'est de réussir à grandir, à démultiplier notre impact en gardant l'énergie du collectif initial. Enfin, notre équipe est très importante et du coup, j'espère qu'on va réussir à garder, Pas se diluer, en fait. Voilà, c'est ça, à garder cette énergie tout en changeant de dimension. Très bien. Pour toi, Jean, un petit souhait? Nous aussi, on est un peu dans la phase de conquête pour porter le combat au niveau européen. Donc, moi, le souhait, ce serait de bâtir une Europe sans gaspillage et de devenir une des premières licornes à impact positif. Voilà. Eh bien, tous les trois, on va vous aider à les réaliser. Hein. En tout cas, voilà, on ira télécharger les applications et découvrir tout ce que vous faites de beau. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. C'était extrêmement riche et, enfin, je sais pas vous, mais moi ça m'a levé des freins aussi. Il y a vraiment des phrases dont je vais me souvenir des échanges que j'ai pu avoir avec vous. C'était vraiment super intéressant. Merci infiniment. Et puis, j'espère à vous toutes que cette nouvelle séquence de notre après-midi qui se termine, vous avez pu l'apprécier. Alors, maintenant, pour nos participantes à l'intégralité du programme, donc celles qui sont